مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفضاء اليومي المباشر المخصص لدروس البكالوريا. تمنيتنا بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ بكالوريا 2011. المادة اليوم هي مادة العلوم الفيزيائية. كنا منذ تقريبا ساعة حاطين على ذمتكم خط هاتفي لاستقبال كل أسئلتكم واستفساراتكم. الخط الهاتفي هو 71 800 814 وأيضا 71 280 089. كلمة البداية باش تكون اليوم مع السيد عبد الحميد بن سودة، متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد. يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء التلاميذ، مساء الخير. لقد أوشكت السنة الدراسية على النهاية، ولم تعد تفصيلنا على الامتحانات سوى بضعة أيام، وحان وقت القطاف. نسأل الحث على بركة الله بتقديم الأساتذة. لتقديم درسنا اليوم اللي هو العلوم الفيزيائية، كيف ما قلنا يحضروا معنا في الاستوديو مجموعة من الأساتذة. نبدأ بعلى يميني السيد محمد فتحي فرشيو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد. أيضا سي شفيق التولقي، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي شفيق. وعلى يساري كل من السيد محمد الشرشاري والسيد خالد بن دولا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبداو وننطلقوا كما قلنا على ذمتكم الخط الهاتفي 871 800 814 وأيضا 71 280 089. احنا في انتظار كل أسئلتكم، وان شاء الله يا رب يتلقاو معنا كل الاجوبه. معنا السيد محمد بن خيريه اللي هو استاذ، باش ناخذوا معاه اول دفعه من الاسئله. Bien, bonjour les enfants. Donc on va commencer un petit peu à répondre aux questions que vous avez posées. La plupart des questions ont pour sujet le thème cinétique chimique. Donc un certain nombre d'entre vous demandent, à partir d'une courbe n égale f de t, représentant la variation du nombre de moles d'un réactif ou d'un produit en fonction du temps, en déduire l'effet de l'augmentation de la concentration molaire de l'un des réactifs sur le même graphe. يتفضل معنا سي محمد الشرشاري للإجابة على أول سؤال. تفضل سي محمد. Chers élèves, je vous souhaite une bonne réussite au bac et j'espère que vous allez profiter pleinement de cette séance. Donc on commence pour répondre à cette question. Donc, pour répondre à cette question, je vais considérer le système chimique qu'on connaît tout le monde et qui contient la solution d'iodure de potassium et la solution de peroxodisulfate de potassium. Donc voilà l'équation de la réaction. Donc 2I- plus S2O8 donne I2 plus 2SO4 2-. Donc le tableau d'avancement de cette réaction, est donc donné sur l'écran. Donc on a l'état du système, donc l'état initial. وي سي محمد تفضل. فما اشكال فيما يخص الميكرو، اشكال تقني نحاول نعاونك كان تحب سي محمد. تفضل. Donc le tableau d'avancement, le voilà. Donc l'état du système, donc l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Donc l'avancement à l'état initial 0, donc à un instant t quelconque c'est x, et bien sûr à l'état final c'est xf. Donc on a les quantités de matière initiale d'ion iodure et bien sûr d'ion peroxodisulfate. Donc voilà le tableau d'avancement. Dans cette bien sûr étude, on va considérer que l'ion I- est le réactif limitant. De telle manière, on a le N0 de I-, donc divisé par 2 est inférieur à N0 de S2O8 de moins divisé par 1. Donc comme vous le voyez, le 1 et le 2, ce sont les coefficients stoichiométriques. Donc on aura N0 de I- moins 2XF est égal à 0. Donc le XF est égal à N0 de I- sur 2. Donc dans ce cas, on a I- le réactif limitant. Donc on a le N final de I- est égal à 0, c'est-à-dire N0 de I- moins 2XF est égal à 0. Donc XF est égal à N0 de I- sur 2. Mais le N final de S2O8 de moins, c'est le N0 de S2O8 de moins moins XF. Et vous remarquez que le nombre final de S2O8 de moins s'écrit en fonction du nombre de moles ou de la quantité de matière, comme vous voulez, de I-, donc initial. Donc, de même, le nombre final de I2, il s'écrit en fonction donc de
du nombre de moles initial de l'ion iodure. Donc le nombre final de I2 est égal à N0 de I- divisé par 2. Donc c'est très important de connaître ça, c'est que ces nombres de moles à l'état final de l'ion S2O8- et de I2 s'écrit en fonction de la quantité de matière initiale de I-. Donc on va passer au premier cas. Donc dans ce premier cas, ici bien sûr, je vous rappelle le système chimique. Donc la condition pour laquelle on a I-, le réactif donc limitant, et on va voir l'influence de l'augmentation de la concentration du réactif en excès. Donc dans ce cas, le réactif en excès, c'est l'ion peroxodisulfate, le S2O8-. Donc on va essayer de voir l'influence de l'augmentation de la concentration du réactif en excès, tout d'abord sur la variation de la quantité de matière de I-. Bien sûr, cette augmentation de concentration de S2O8- n'a pas d'influence sur la quantité de matière initiale de I-, mais bien sûr, elle a influence sur la vitesse de la réaction, c'est-à-dire la rapidité de la réaction, étant donné bien sûr que la concentration d'un réactif est un facteur cinétique. Et comme vous le savez, les facteurs cinétiques sont donc la concentration d'un réactif, ou des réactifs si vous voulez, la température et le catalyseur. Donc le rôle maintenant de la concentration, de l'augmentation de la concentration de l'ion peroxodisulfate, c'est un effet cinétique. Il va augmenter seulement, bien sûr, la vitesse de la réaction. Donc la réaction va être plus rapide. Elle atteint bien sûr son état final dans un temps plus faible. Donc, dans ce cas, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire à l'influence de l'augmentation de la concentration de l'ion S2O8- sur, si vous voulez, on commence la variation du nombre de moles de I2. De même, si on regarde ici, donc ici on a dit que le nombre de moles de I2 c'est XF est égal à N0 de I- sur 2. Et I-, comme vous le savez, c'est le réactif limitant. L'augmentation de la concentration de l'ion S2O8- n'a aucune influence sur l'état final de la quantité de matière de I2, mais comme je vous ai dit, elle a une influence sur la vitesse de la réaction. Vous remarquez que, bien sûr, la réaction est devenue plus rapide. Et on a tracé, comme vous voyez, les tangentes dans les deux cas. Donc, dans le deuxième cas, la tangente a une pente plus importante. Donc, dans le troisième cas, c'est l'influence, bien sûr, de l'augmentation de la concentration des ions peroxodisulfate sur la variation du nombre de moles de S2O8-. Ici, bien sûr, la quantité de matière initiale de S2O8- va varier, et la réaction, bien sûr, va devenir plus rapide. Passons maintenant à un autre cas. Donc, dans ce cas, on va voir maintenant l'influence de l'augmentation de la concentration du réactif limitant sur la courbe de variation de la quantité de matière d'un réactif ou d'un produit. Maintenant, on va faire varier la concentration du réactif limitant. Donc, il y a deux cas qui se posent. Les deux cas, c'est-à-dire ce réactif limitant, est-ce qu'il va rester limitant ou il va devenir en excès? Donc, dans ce cas, on va traiter les deux cas. On va considérer dans ce premier cas, en augmentant la concentration du réactif limitant, ce réactif reste limitant. Donc, lorsqu'il reste limitant, on remarque que la quantité de matière initiale de I- a augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la concentration de I-. Et, bien sûr, de même, cette concentration de I-, c'est la concentration d'un réactif. Donc, la réaction va être plus rapide. Donc, vous remarquez, on commence à partir d'une nouvelle quantité de matière initiale de I-, mais la courbe atteint, bien sûr, l'état final. Et le réactif, comme vous le voyez, il est limitant dans un temps plus faible. Donc, voilà l'influence de l'augmentation de la concentration du réactif limitant sur la variation de sa quantité de matière. Passons au deuxième cas pour voir l'influence de l'augmentation de la concentration du réactif limitant sur la formation de I2. Donc, vous remarquez de même que la réaction est devenue plus rapide. Et ici, on a vu bien que le nombre final de I2, il s'écrit en fonction de la quantité de matière initiale du réactif limitant. Vous avez augmenté la concentration initiale du réactif limitant, il demeure limitant, donc il va, bien sûr,
avoir une influence sur la quantité de matière finale de I2. Passons maintenant au troisième cas. Donc maintenant, je vais faire varier, je vais augmenter bien sûr la concentration de réactifs limitants et voir l'influence de cette augmentation sur la variation de la quantité de matière de S2O8 de moins. Bien sûr, sur l'état initial n'a aucune influence. Le nombre de moles initial de S2O8 de moins ne va pas varier. Mais à l'état final, bien sûr, l'état final, il va varier. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, que la quantité de matière de S2O8 de moins finale dépend de la quantité de matière initiale du réactif limitant. Et I- est encore limitant. Et de même, dans tous les cas, on remarque avec l'augmentation de cette concentration de réactifs, donc la réaction est devenue plus rapide. Pour terminer, donc, on va voir le dernier cas. Maintenant, vous avez augmenté la concentration de réactifs limitants, mais il n'est plus limitant. Maintenant, il est devenu en excès. Donc, vous remarquez que la quantité de matière initiale de I- a augmenté et l'état final n'a pas atteint le zéro parce que I- est devenu en excès. Et toujours, bien sûr, l'influence du facteur cinétique augmentation de la concentration des réactifs est claire. Donc, la réaction est devenue plus rapide. Bien sûr, ici, on va avoir la même chose. Vous avez augmenté la concentration initiale du réactif limitant, donc le nombre final de I2 a augmenté. Et dans ce cas, on va remarquer, bien sûr, que toujours la réaction devient plus rapide, mais dans ce cas, on va remarquer que le S2O8 de moins donc, va devenir, bien sûr, à la fin de la réaction, limitant. Donc, je vous remercie. شكرا لك سي محمد شرشاري على هذه الإجابة. توا نرجعوا ونمشيو باش ناخذوا السؤال الثاني مع سي فوزي جا وحده. يتفضل الأستاذ فوزي جا وحده اللي معاه باش نتعرفوا على الإشكالية الثانية المطروحة في حصتنا اليوم. تفضل سي فوزي. Bonjour. Bon, je vous propose maintenant une question de physique relative au thème circuit RL. La question est la suivante. Déterminer les caractéristiques L et R d'une bobine à partir de la courbe d'établissement du courant I de T dans un dipôle RL. Merci. السؤال واضح من عند سي فوزي جا وحده والإجابة باش تكون معك أنت سي شفيق التولكي. تتفضل. إن شاء الله كيف الإجابة تكون واضحة بالنسبة للتلاميذ اللي قاعدين يتابعوا فينا اليوم في مادة الفيزياء. Alors, la question, c'est la détermination des caractéristiques d'une bobine, à savoir son inductance L et sa résistance interne. Alors, pour cela, nous allons prendre plutôt un générateur de tension, de FEM idéal E, un interrupteur, une bobine et un résistor. Alors, lorsque l'interrupteur K est ouvert, évidemment, le courant ne passe pas. Maintenant, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on va avoir établissement d'un courant. Et ce courant-là, lorsqu'il s'établit, il n'est pas instantané. En fait, il n'est pas instantané, c'est parce que c'est la bobine, c'est l'inductance de la bobine qui s'oppose à l'établissement de ce courant principal. Et donc, vous allez avoir un courant qui s'établit. Voilà. Et la bobine d'inductance L de résistance R, la tension est alors, d'après la convention récepteur, on a choisi le sens du courant comme étant le sens positif. La tension UB de T, ça sera donc la tension qui est contraire au sens d'orientation positive. Et là, ça sera la tension UR. Alors ça, c'est la résistance R, et ça, c'est les caractéristiques de la bobine LR qu'on essaye de déterminer. Alors, pour cela, on va appliquer la loi d'Emaille. Alors, la loi d'Emaille, comme vous savez, c'est la somme des tensions dans une boucle fermée est égale à 0. Alors, on écrira donc, d'après la loi d'Emaille, la tension UB de T plus la tension UR de T moins la tension E est égale à 0. Donc, vous avez plus UR plus UB moins E égale à 0. Avec la tension UB, comme vous le savez, c'est en fait avec UB de T égale, alors, LDI sur DT plus petit r fois I de T.
plus petit r fois I de t. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et la tension UR de t, ça sera donc grand R fois I de t. Allez, on injecte ces deux expressions dans la loi des mailles. On écrira donc L dI sur dt plus la somme des R fois I de t est donc égal à E. Et c'est l'équation différentielle d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension. Alors, pour déterminer les caractéristiques de R et L de la bobine, vous n'êtes pas obligé d'établir la solution de cette équation différentielle. Il suffit d'avoir les variations. Il suffit d'avoir les variations de l'intensité du courant au cours du temps pour pouvoir déterminer les caractéristiques de cette bobine. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je voudrais une nouvelle feuille. Voilà. Alors, pour cela, donc, connaissant donc l'allure de la courbe, voilà, l'allure de la courbe, I en fonction du temps, le I est en milliampères et le T en millisecondes, l'allure de la courbe étant la suivante, il suffit de prendre donc l'instant T égale à 0, et à l'instant T égale à 0, le courant n'est pas encore établi. Vous avez le I de 0 qui est égal à 0. Par conséquent, dans l'équation différentielle, on écrira alors L dI sur dt à l'instant T égale à 0, plus 0, puisque l'intensité du courant est nulle à l'instant T égale à 0, égale à E. Et je tiens à vous signaler ici que le dI sur dt à l'instant T égale à 0, en fait, il représente la pente de la tangente à la courbe à l'instant T égale à 0. Et bien, cette tangente-là a pour coefficient directeur justement le L, le dI sur dt à l'instant T égale à 0. Donc, il suffit de chercher la valeur du dI sur dt à l'instant T égale à 0, qui est en fait la pente. Donc, là, le dI sur dt à l'instant T égale à 0, qui est égal à la pente. Alors, ça sera, il suffit donc de prendre deux points. Alors, je vais prendre donc le point qui est là. L'image, voilà, elle est là. Donc, vous avez, je vais prendre donc, je trace ma tangente à la courbe. Là, voilà. Donc, il suffit de prendre donc ce point, par exemple. Alors, son ordonnée, c'est 120 milliampères et son abscisse, c'est 10 millisecondes, puis de calculer la valeur de cette pente. Donc, on écrira donc 120 millisecondes, 10 puissance moins 3, sur 120 millisecondes, ça va venir. Voilà, on écrira donc 120 millisecondes sur 10 millisecondes. Et ça nous fait une pente de 12 ampères seconde moins 1. Et comme on vient de le dire, donc cette valeur de dI sur dt, qui n'est autre que la pente, ça sera égal à E sur L. Donc le dI sur dt à l'instant t égale à 0, qui est égal à E sur L, nous permet donc d'avoir directement la valeur de L. Le L s'écrira alors E sur la valeur de la pente, n'est-ce pas, ce dI sur dt à l'instant t égale à 0. Alors la valeur de E, on a pris un générateur de tension de FEM, E égale à 6 volts, sur la pente qui est égale à 12. Et ça vous fait donc une valeur de 0,5 Henry. Voilà donc l'inductance L de la bobine. Maintenant, pour déterminer la valeur de R, il suffit de se placer donc à l'instant t tendant vers plus l'infini. Alors, que signifie ici t tend vers l'infini? Ça voudra dire qu'on a atteint le régime permanent. C'est-à-dire pour une date qui est supérieure ou égale à 5 taux, vous avez atteint le régime permanent. Et dans ce cas-là, l'intensité I du courant s'écrira alors égale à IP. On va y venir, voilà, c'est IP, c'est ce qu'on appelle le courant permanent. Et le courant permanent étant constant, la dérivée de I par rapport au temps, la dérivée de I par rapport au temps. Bon, ça, c'est les petits aléas. Donc, alors, le fait que le I est égal à IP, voilà. Alors, on va effacer ça. Voilà.
donc le dI sur dt, dans ce cas-là, la dérivée de i par rapport au temps est alors nulle. Alors je reviens donc à la loi des bails, on écrira 0 égale, alors 0 plus la somme des R fois le courant qui a pris sa valeur permanente IP sera égal à E. Vous déduisez alors la valeur de petit r sera égal à E sur le courant permanent IP moins grand R. Alors, application numérique, vous écrirez donc R égale 6 volts sur le IP, c'est-à-dire 120 10 puissance moins 3, c'est 120 milliampères, moins la valeur 40, c'est la résistance grand R. Et ça vous fait donc 10 ohms. Alors, en vérification, nous allons calculer la valeur de taux. Vérification. Taux, la constante de temps, qui, elle, s'écrit, elle, sur la somme des R. Ça sera donc égal. Alors, la valeur de L qu'on vient de trouver, c'était 0,5 Henri sur la somme des R, c'est 10 plus 40, c'est-à-dire 10 millisecondes, 10 puissance moins 3 secondes. Alors, vérifions ça sur l'animation. Alors, voilà l'animation. Nous avons tracé donc la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Nous allons tracer l'asymptote, n'est-ce pas, où le courant IP est permanent. L'intersection, justement, de cette tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 avec l'asymptote I égale à IP vous donne un point dont l'abscisse va correspondre à la valeur de taux. On est là. Remarquez ici que lorsque l'instant, lorsque... Alors, je vais prendre une feuille. Voilà, c'est bon, on est là. Donc, maintenant, lorsque vous allez prendre la solution de l'équation différentielle I de t, elle s'écrit sous la forme E sur la somme des R. Alors, E sur la somme des R. Voilà. Facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Il suffit de se placer à l'instant t égale à taux pour finalement voir que le I de taux, dans ce cas-là, sera égal à E sur la somme des R, qui n'est autre que le courant permanent, multiplié par 1 moins exponentielle moins 1, qui est égal à 0,63. Eh bien, l'ordonnée, le point d'ordonnée 0,63 fois le IP a donné un point de la courbe dont l'abscisse correspond aussi à la valeur de taux. Voilà, je vous remercie. شكرا لك أستاذ شفيق. ومرة أخرى نمشي لسي محمد بن خيرية لاستقبال السؤال عدد 3 في حصتنا اليوم، ونذكروا أنه مادتنا اليوم هي مادة العلوم الفيزيائية. الكلمة لك سيد محمد بن خيرية. Un autre thème est aussi sollicité par un certain nombre d'élèves, celui de l'onde progressive à la surface d'un liquide. On nous demande de déterminer les caractéristiques d'une onde progressive à la surface d'un liquide à partir d'une vue de dessus et d'une coupe transversale passant par la source à un instant t donné, et de vérifier expérimentalement le principe de propagation d'une telle onde. هذه هي الإشكالية من عند سي محمد بن خيرية، الإشكالية الثالثة في حصتنا اليوم اللي باش يجاوب عليها إن شاء الله الأستاذ خالد بن دولة. تفضل سي خالد. Merci. Alors, pour répondre à cette question, donc, nous disposons ici, donc, sur cette simulation, donc, d'une cuve à onde. Cette cuve, donc, qui est représentée par ce rectangle bleu. Alors, nous allons créer une perturbation périodique en un point S, ici, au milieu de cette cuve à onde, à la surface du liquide. Et nous allons nous intéresser, donc, au mouvement du point S, du point A qui est situé à une distance D1 par rapport à la source, et enfin, un point B qui est situé à une distance D2 supérieure à D1, donc, qui est donc un peu plus éloigné que de S que de. Alors, donc nous allons sur ce diagramme représenter le mouvement de S. Sur ce deuxième diagramme, nous allons essayer donc de représenter le mouvement du point A. Et enfin, sur le dernier diagramme, celui d'en bas, on va représenter le mouvement du point B. Alors, nous avons aussi à notre disposition donc, une coupe transversale donc, qui est représentée par cette fenêtre. C'est une coupe transversale de la surface du liquide et cette ligne rouge, elle matérialise cette coupe transversale. Donc, on va la voir ici. Alors, cette perturbation, donc, qui est une perturbation périodique d'amplitude de l'ordre de 4 mm, elle va commencer à partir de l'instant t égale à 0. Donc, on va l'appliquer au point S et nous, on va étudier donc, le mouvement
de S, de A, et on fait tous les points de la surface du liquide par rapport à un repère OY ascendant. Alors, on démarre cette perturbation et on va observer un petit peu ce qui va se passer. Donc, on observe ici, à la surface du liquide, qu'il se forme au point S des rides circulaires, concentriques, qui se propagent au cours du temps et qui donc s'étalent au fur et à mesure que le temps passe. On regarde ici, donc, au niveau de la coupe transversale de la surface de l'eau, que ces rides, en fait, donc on va faire un arrêt sur image, à un instant t quelconque. Ces rides circulaires, qui sont des rides brillantes et des rides sombres, sur cette vue de dessus, on remarque que ces rides circulaires, en fait, ce ne sont autres que des crêtes et des creux. Alors, cette ride qui est donc brillante, si je prolonge un peu ici, ça représente ici une crête. Cette ride qui est sombre, ça représente tout simplement un creux. Donc, en fait, ces rides circulaires, ce sont des rides circulaires sous forme de crête et de creux. Elles sont alternées, d'accord? On remarque ici, à partir donc de cette vue, que la distance qui sépare deux rides de même nature, c'est-à-dire deux crêtes successives ou bien deux creux successifs, que cette distance, elle est pratiquement la même. Alors, nous allons donc mesurer cette distance qu'on qualifie donc de longueur d'onde. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser donc ici une règle, tout simplement. Donc, on prend on prend cette règle ici et on va placer la règle tout simplement de manière à mesurer. Voilà, j'y arrive. Donc, on va mesurer la distance, en fait, qui sépare 1, 2, 3, 4 crêtes successives de même nature. Alors, on avait dit tout à l'heure que cette distance, donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cette distance représente, alors, je ne sais pas ce qui se passe, alors, voilà. Cette distance représente la longueur d'onde. Celle-ci, donc de ce côté, c'est aussi lambda. Celle-ci, c'est lambda. Donc, on peut noter ici que la distance qui sépare 4 crêtes successives de même nature, elle vaut à peu près 3 lambda. Alors, cette distance ici, avec l'outil règle, on voit que 3 lambda, c'est égal à 13,5 cm, ce qui revient ici à une longueur d'onde lambda de l'ordre à peu près de 4,5 cm. Donc ici, il s'agit d'une onde progressive qui se propage à la surface de l'eau et qui a une longueur d'onde lambda égale à 4,5 cm. Maintenant, nous allons essayer donc de déterminer la période de cette onde progressive. Alors, pour ce faire, nous allons observer un peu le mouvement de la source. Le mouvement de la source ici, il est représenté par ce diagramme. On voit ici que sur ce diagramme, le mouvement de S est un mouvement rectiligne sinusoïdal de période T qu'on peut mesurer facilement. Donc ici, on peut l'estimer à une valeur. Donc on va essayer donc de faire une nouvelle. Donc, alors, fermer la couche. Voilà. On va faire une nouvelle simulation. Toujours la même. Donc, on va la lancer. Et on l'arrête ici. Alors, la longueur d'onde ici, on l'a mesurée. Donc, reste à mesurer la période. Cette période, la période T, on voit ici que on a une première période, une deuxième période. Ça vaut donc 2T est égal à 0,2 secondes. Et par conséquent, T, ça vaut 0,1 seconde. Et par conséquent, on peut ici déterminer directement la fréquence de cette onde qui vaut à peu près de l'ordre de 10 Hz. À partir de là, connaissant la longueur d'onde, connaissant la fréquence, on peut déterminer
donc la célérité de cette onde. La célérité de l'onde, elle vaut tout simplement lambda sur t, c'est aussi égal à lambda fois n. Alors, on avait dit que lambda valait 4,5 cm, la fréquence n de l'ordre de 10 Hz, donc 4,5 cm fois 10, ça nous revient à 45 cm par seconde. Donc ici, on a une onde progressive, sinusoïdale, qui a une longueur d'onde lambda égale à 4,5 cm et une célérité de l'ordre de 45 cm et une fréquence n égale à 10 Hz. Alors, on va revenir un peu sur le mouvement du point source, du point A et du point B. Alors, on reprend la même simulation depuis le début. Donc, on va essayer donc de répondre. Alors, là, j'ai fait exprès donc de relancer la simulation. Et on observe ici que le mouvement de S, il a débuté à partir de l'instant t égale à 0 dans le sens positif. Par contre, le point A, lui, il a débuté son mouvement avec un certain retard. Ce retard ici, on peut l'estimer à peu près à une valeur de l'ordre de 0,1 seconde. Par contre, le point B, qui n'est pas encore affecté par l'onde, on voit encore que l'onde n'a pas atteint le point B, donc lui, il est encore au repos. Donc, le point source, il a débuté son mouvement. À peine le point A, il a été affecté par l'onde. Par contre, le point B, il est encore au repos. Alors, on continue donc notre simulation. Là, on observe donc que le point B, il a débuté son mouvement à l'instant t égal à 0,2 secondes. Le point A, il a débuté son mouvement à l'instant t égal à 0,1 seconde. Donc, c'est le retard θ1. θ1 ici, c'est égal à 0,1 seconde. Alors, on a la possibilité de mesurer la distance qui sépare le point A et le point S. Alors, pour ça, donc, il suffit d'utiliser l'outil règle. Donc, on mesure cette distance. Alors, cette distance qui est donnée ici par cette règle, elle vaut à peu près de l'ordre de D1 égale à 4,5 à peu près centimètres. Le retard θ qu'on a noté ici sur le diagramme, il valait 0,1 seconde. À partir de là, on peut retrouver la valeur de la célérité de l'onde, qui n'est autre que tout simplement la distance donc parcourue par l'onde, qui est égale à D1 sur θ1, le retard, le temps qu'elle a mis pour aller du point source au point A. Et là, on peut retrouver aisément donc le même résultat. Donc 4,5 sur 0,1, ça nous fait 45 cm par seconde. Alors, vous voyez donc ici, on a la possibilité de mesurer ou de déterminer la célérité de l'onde de deux manières différentes. On revient encore vers ces trois diagrammes, on va encore en profiter. On voit que la source a débuté son mouvement à partir de l'instant t égal à 0 dans le sens positif, à l'image exactement de la perturbation qu'on avait imposée à cette surface. Le point A, il a débuté son mouvement à partir de l'instant t égal à 0,1 seconde, pareil, dans le sens positif. Il a effectué un mouvement rectiligne sinusoïdal. Quant au point B, il a effectué un mouvement, donc il a débuté son mouvement à l'image de la source à l'instant t égale à 0,2 secondes, toujours à partir de la position d'équilibre dans le sens positif. On retrouve ici donc le principe de propagation qui n'est autre que donc que tous les points de la surface de l'eau reproduisent exactement le mouvement de la source, mais avec un certain retard. Et on peut à ce moment-là écrire que le mouvement d'un point M, tout simplement à une date t, c'est égal au mouvement de la source S avec un temps t moins θ. Bien sûr, ici, il ne faut pas oublier que le mouvement du point M, il est défini pour t supérieur ou égal à θ. Pour un temps t inférieur ou égal à θ, ym, donc pour t inférieur ou égal à θ,
YM de t sera bien sûr encore un repos, donc son élongation sera nulle. Alors, une autre petite remarque. On a vu ici que le point source a effectué un mouvement rectiligne sinusoïdal de l'ordre de 4 mm. Le point source, le point A avec une amplitude de l'ordre de 0,7 mm. Par contre, le point B avec une amplitude de l'ordre de 0,5 mm. Alors, ces différents points, on voit qu'ils n'ont pas exactement la même amplitude. Pourtant, ils effectuent tous un même mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors, ceci explique, tout simplement, s'explique par le fait que le point S ayant reçu donc de la part du vibreur ou de l'excitateur une quantité d'énergie, cette quantité d'énergie lui a permis donc d'osciller, d'effectuer une oscillation. Au retour à sa position d'équilibre, le point S il a interagi avec les points qui l'entourent, il leur a fourni donc cette énergie qu'il a reçue, ces points. Bien sûr, chacun de ces points va recevoir une quantité d'énergie moindre, ce qui va faire qu'ils vont osciller avec une amplitude moindre. Et ainsi, donc, de fil en aiguille, cette énergie se répartit sur un plus grand nombre de points, au fur et à mesure que le temps passe. Ce phénomène, tout simplement, ça s'appelle la dilution de l'énergie et qui est bien différent du phénomène d'amortissement. Sur ce, donc, je vous laisse mon ami donc pour la suite. شكرا لك سي خالد بندول على هذه الإجابة. نذكروا مشاهدينا أن دائما في انتظار أسئلتهم وحاطين على ذمتهم زوز أرقام هاتف. الرقم الأول 71 800 814 والرقم الثاني هو 71 280 089. نمشيو للأستاذ مرة أخرى سي فوزي جوحدو للتعرف على الإشكالية الرابعة مطروحة في حصتنا اليوم. Bon, je note que beaucoup d'appels traitent des dosages acide-base. Je formule la question donc, de la façon suivante. La question est, quelles sont les modifications portées sur une courbe de dosage d'un acide faiblement dissocié par une base forte lorsqu'on change la concentration molaire de la solution à titrer? Merci. شكرا لك سي فوزي. والإجابة بشكون معك سي محمد فتحي فرشي وتتفضل للإجابة على هذه الإشكالية الرابعة المطروحة في حصتنا. وكيف ما قال سي فوزي الإشكالية هذه طرحت من عديد التلاميذ. Oui, bonjour chers élèves. Juste pour répondre à la question qui a été posée par ces élèves-là, je vais lancer une simulation qui va nous rappeler un peu... الميكرو Oui, qui va nous rappeler un peu l'application sur... voilà. Alors la question, je rappelle, elle consiste au fait que on voudrait savoir quelle est l'influence de la variation de la concentration d'un acide sur l'allure d'une courbe de dosage. Pour ça, je vais d'abord commencer par le dispositif de dosage, en quelque sorte. Un dispositif de dosage, je voudrais avoir l'outil ici, s'il vous plaît, si Mohamed. Alors, dispositif de dosage, il est formé par d'abord une burette qu'on reconnaît avec son robinet, qui va contenir la solution titrante, et un bécher qui va contenir la solution plutôt à titrer. Dans ce bécher-là, on va introduire la sonde d'un pH mètre qui va nous permettre de suivre l'évolution du pH au cours de la réaction de titrage. L'ensemble est placé sur un agitateur et il doit exister ici un turbulent magnétique qui va permettre d'homogénéiser la solution. Si je passe à la feuille suivante, notre objectif, je répète, c'est le fait de voir quelles sont les modifications portées sur une courbe de dosage d'un acide faible. On va prendre le cas de la solution dans le bécher, c'est une solution plutôt aqueuse d'acide, c'est l'acide éthanoïque. Dans la burette, c'est une solution aqueuse de soude. L'allure de la courbe de dosage, on remarque que, comme il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte, il y a une petite variation du pH au départ. Là, dans cette zone-là, il va apparaître un changement de concavité qui représente ici un point d'inflexion, un saut de pH qui va présenter aussi le pH, le point d'équivalence, et après la courbe va se stabiliser au fur et à mesure que la solution